Ils sont chauds bouillants comme une baraque à frites. C'est un Jupiter. Exactement, oui. On dit aussi comme 20 gaufres. Alors, comme 20 gaufres, oui, d'accord. Exactement. D'accord, c'est un peu peut-être moins gras, on ne sait pas. Merci Laetitia Gaillet. Chaud devant, chaud devant. Allez. Salut les amis. Salut Charlie. Ouais, salut, ouais. Super. Bon bah ça y est, cette fois-ci on l'a. Ah, de quoi ça? Ben, le Goncourt, le vrai, le winner, bien Nicolas sûr. Mathieu, c'est l'invité. Allez, prends ça. On est trop content de le recevoir. Son livre s'appelle Leurs enfants après eux Ouais. et c'est magnifique. Hein. Ça va Guillaume, là on te dérange pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Le c'est bon. livre, il parle de l'adolescence dans les années 90 dans une petite ville de Moselle. Oui, partie de C'est baby-foot, ça. virer en scooter, un rêve d'ailleurs. Ça m'a rappelé des souvenirs. Mais oui, Bon, c'est oui. très bien vu. hein. Guillaume, ça va ou pas? Dis-toi, tu nous écoutes quand on parle? Oui, ça va, c'est bon. Ça te dérange pas qu'on prépare l'émission, quoi? Allez, hop, Ça- tu quittes cet écran, là, Mais- tu coupes ce jeu. Voilà, allez, hop, terminé. allez, hop. Et Non. ta chronique, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais laissez-moi, c'est bon, je finis ma partie là, j'ai encore 5 vies Ben en voilà, plus. non. Guillaume. Mais je ferai un micro-trottoir, on s'en fout. Mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'on va faire de toi là? Au boulot. Je m'en fous, de toute façon ma chronique je m'en fous. Dis, c'est grâce à qui que t'es dans cette émission hein? File dans ton bureau, Ah. file dans ton bureau. Putain, j'en ai trop marre. On me laisse pas vivre ma vie. j'en ai marre. Oh, il est Oh, fatigué. non, c'est pas vrai Alex, mais t'as vu comment il se tient mal en Mais qu'est-ce plus, qu'on va hein. faire de toi, mon pauvre garçon? Bah, de toute façon, vous êtes même pas mes vrais parents. Oh là là, les ados des années 90. Ça s'arrange pas. Bonjour la France Inter, nous sommes le lundi 17 décembre 2018 et nous sommes toujours sans nouvelles de Myriam El Khomri. Alors vous me direz, tout ça ne nous rendra pas ramaillade, mais la vie continue avec 3 informations. Car la politique est partout, mais aujourd'hui elle se fait autant sur le rond-point qu'au conseil municipal. En poussant des Français dans leur dernier retranchement, les taxes sur le carburant auront aussi poussé ces citoyens à faire de la politique. Il est important qu'on commence à se considérer comme un groupe, auquel chacun va pouvoir apporter son petit quelque chose. Vous voyez, moi par exemple, j'essaye d'apporter mon leadership. Voilà, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. En inscrivant leurs histoires dans les territoires de France, certains romanciers font office de géographes ou de sociologues. Ils décrivent notamment une certaine fatigue de la modernité dans les régions dites plus reculées où le roman tente de nous reconnecter. Un roman, ça sert à rêver, ça sert à s'évader. C'est pour écouter les histoires de Monsieur Duchemol qui se plaint de la météo. De plus en plus de romans sont adaptés en séries, télé ou Netflix. Les acteurs commencent donc à coloniser les librairies. Par exemple, la réédition de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber affiche l'acteur Patrick Dempsey sur la couverture. Il est vraiment trop fort, l'éditeur de Joël Dicker. J'ai 5 mecs à plein temps qui s'occupent de faire fructifier mon blé. À part continent. Tu sais, à cause du décalage horaire. Je gagne un paquet juste en respirant. Voilà, moi j'attends le jour où il adaptera l'une de ses brèves au cinéma dans un très 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 court métrage. Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Vanounakea, vous semblez en forme pour cette dernière semaine de l'année? Eh bien, je vous ai gardé une belle équipe. J'ai une belle équipe Yeah, aujourd'hui. oui. Ouais, j'avais senti. Et à 17h20, celui qui, avec sa dernière chronique, a relancé la consommation de mini-nuts en France. Il n'est donc pas exclu qu'il nous parle aujourd'hui de Smarties ou de Banga. C'est vous, Thomas Védoué. C'est moi et pourtant non, je ne vais pas parler de chocolat. J'ai hésité quand même quand j'ai vu le succès de la dernière chronique. Non, alors je suis un peu déçu parce que j'ai appris en parlant avec vous Alex juste dans le studio avant que le sujet avait été abordé la semaine dernière, mais je vais parler des handicapés au cinéma. Et oui, on a eu Voilà. Cédric Kahn, on a parlé de son film. À 17h30, celui qui a préparé Noël en mettant un gilet jaune sur son sapin, c'est Guillaume Meurice. Oui, bonjour. bonjour à tous. Je vais vous parler écologie aujourd'hui. Et j'ai même discuté avec François de Rugy. Vous connaissez? Oh la chance. Forcément, vous foutez de sa gueule tout le temps. C'est un sujet sérieux, moi je veux bien qu'on ironise, mais... Voilà, Ouais. hein, donc il n'y aura pas d'ironie. Ouais, si. Et à 17h40, celle qui a une valise très légère pour partir à Strasbourg, parce qu'elle y sera demain. Et comme elle dit, on n'emmène pas son schnaps à Strasbourg. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Du schnaps. Ouais, bah. Non, c'est pas vrai. Le Goncourt. Eh oui, car voici celui qui sera la voix de la start-up jusqu'à 18h. Attention, roulement de tambour. Vous êtes Nicolas Mathieu. Il a douté. Charline Vanhoenacker, C'est lui qui a gagné. Alex Vizorek, Il a gagné le concours. par Jupiter. Pardon, Nicolas Mathieu. C'est très fort. On sait recevoir les prix Goncourt dans cette émission, vous savez. J'ai bien fait de venir. François rappelle- Bunel nous demande comment on fait. Avec votre roman
roman Leurs enfants après eux, paru chez Actes Sud. Nicolas Mathieu, voilà donc un peu plus d'un mois que vous avez reçu le prix Goncourt, n'est-ce pas? Oui, ça m'a paru plus long, mais oui. Et quand votre maman a appris que vous aviez obtenu le Goncourt, elle vous a dit tu vas vivre pendant un an comme une Miss France. Elle avait vu juste. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un peu le cas? Il y a un peu de ça, ouais. C'est-à-dire que on m'a mis une couronne sur la tête et je la montais un peu partout. Cela dit, les messieurs restent courtois. Ça se passe plutôt pas mal. Vous direz qu'on n'a jamais reçu de Miss France et c'est pas faute d'avoir demandé. Mais ça, vous êtes moqueur aussi, alors on se méfie. C'est-à-dire que le phénomène tout autour de vous, comment vous l'expliqueriez quand vous rentrez chez vous du côté d'Épinal ou à Nancy où vous habitez et que les gens vous demandent alors comment ça se passe, qu'est-ce que vous racontez en premier? Non mais là-bas, c'est pas moi qui ai gagné le Goncourt, c'est tout le monde qui l'a gagné. C'est vrai? Ah oui. Le premier jour où j'étais de retour à Nancy, je suis allé chercher mon fils à l'école et puis il a dit je vais prendre de l'essence et faire gonfler mes pneus dans une pompe à essence. Et il a dit au type mon papa il a gagné le Goncourt. Le mec lui a dit ah bon, c'est vrai? Donc j'étais obligé d'avouer. Il dit je peux vous embrasser? C'est hyper mignon. C'est comme le but de Pavard un peu. C'est un peu comme on est Pavard et qu'on revient dans son village natal. Exactement. Il y a de ça. Ouais. Et ce week-end, vous êtes allé faire des dédicaces à Golbet. C'est là où vous avez grandi, où vos parents habitent toujours d'ailleurs. Ouais, donc c'est vraiment, vous avez signé à la maison. J'ai lu ça dans Vosges Matin, excellent journal Vosges Matin. Salut tout le monde. Et là aussi, c'est un peu le même phénomène. Vous êtes comment ça se passe? Vous êtes accueillis comment? Oui, il y a un côté un peu fierté locale. Effectivement, les gens ils le prennent pour eux aussi. Vous leur rappelez que c'est à vous quand même? Mais justement non, c'est pas à moi parce que c'est là que je me rends compte que c'est le roman déjà qui a eu le prix. Et puis que je suis pour un an porteur d'une institution qui se confond pas avec moi. Et il y a plein de gens qui viennent voir cette institution-là, en fait. Ah oui? Et quand on me dit je suis très honoré de vous rencontrer, ce qu'on m'avait jamais dit avant, c'est pas vraiment à moi que ça s'adresse. Il y a un mois, on s'en foutait complètement. C'est vrai. En fait, l'institution rejaillit sur vous, en réalité. Ouais, il y a un truc comme ça, en fait. C'est une espèce de coiffure de plumes littéraire que je porte sur ma tête. Donc et c'est vraiment comme Miss France, faut faire gaffe de pas poser nu et tout ça, quoi. Il y a une dame à Montélimar qui m'a dit c'est la première fois que je rencontre un Goncourt. Est-ce que je peux vous toucher? Alors je lui ai dit oui, mais pas n'importe où. Et vous a touché où? À l'épaule, ça est resté très décent. Ah oui, sur le tissu, vous étiez bien débardeur. Ça va. Ça, c'est particulier à la France, qui est un pays de prix littéraires, de grande littérature, et avec ce côté institutionnel qui est sacralisé. On se rend compte de ça que... Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que la littérature reste un truc comme ça qui suscite de l'admiration, et puis que les gens regardent comme quelque chose un petit peu de haut. C'est pas moi que ça concerne, c'est la littérature. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va revenir tout à l'heure, bien sûr, sur votre roman Leurs enfants après eux, avec Juliette Arnaud. Quand vous expliquez que le moteur de votre roman, vous l'expliquez par un sentiment de déclassement que vous avez ressenti peut-être en arrivant dans un lycée privé. C'est vrai qu'on est dans une région de France, dans une zone en particulier imaginaire, mais qui est un peu la vallée de la Fensch, avec le déclassement dans les années 90, l'adolescence, la vie difficile, etc. Vous arrivez avec justement ce Goncourt maintenant qui vous ouvre les portes d'un milieu où c'est le lycée privé puissance 10, non? Est-ce qu'il y a des réminiscences de votre adolescence? Vous expliquez, dans ce lycée, je voyais les élèves avec des baskets neuves, ils rentraient tout bronzés du ski, etc. Et vous ressentiez ça de façon un peu violente, comme on a tous pu le ressentir si vous avez grandi dans des régions qui sont peut-être moins favorisées. Ouais, c'est vrai que j'ai une certaine crainte des humiliations qui pourraient découler du manque de connaissance des règles du jeu dans certains mondes. Je sais que, par exemple, je suis invité dans un endroit un peu select prochainement, et je me suis posé des questions sur les couverts, sur les habitudes de table, sur des trucs comme ça. Donc, il y a une petite crainte, sauf que maintenant, je le porte. Je l'assume, le fait d'être d'un autre monde, ça fait partie de ma position. Alors que quand j'étais gamin, je le subissais, donc c'est quand même très différent. Non, la sous-question de Charline, c'était est-ce que votre prochain roman sera un roman bourgeois? Et c'est un peu ma hantise, c'est de me dire est-ce que je vais me mettre à écrire avec des gants blancs? Donc, est-ce que vous allez voir peut-être les tutos pince à homard pour éviter qu'il y ait une pince qui se retrouve dans l'œil du voisin de table? Sinon, vous faites comme dans Pretty Woman.
Ou alors je fais Il comme faut Michel regarder. Houellebecq, j'en ai rien à foutre. Non, vous êtes trop jolie pour ça. Alors, nous avons donc un prix Goncourt à cette table. Nicolas Mathieu, est-ce que vous avez une question qui vous turlupine et que vous aimeriez lui poser Une autour de question cette table? lecture Ouais. Quelle est la question qui vient quand on a un prix Goncourt à cette table? Moi, j'aime assez bien les prix, mais parce que étant gamin, non, mais surprenant, non, mais alors, c'est parce une que, question. parce que Ah, étant c'est gamin, pas- non, mais par contre, j'ai Un découvert, témoignage exclusif j'ai dé- d'Alex Mais Vizorek. c'est vrai que cette année, vous l'avez raté. j'ai découvert avec ces deux-là que effectivement, on pouvait ne jamais avoir aimé les prix étant gamin On et aime ne pas les presque prix. pas avoir envie de les avoir, ce que je ne pensais pas être possible. En littérature, comment c'est? Est-ce que vous vous êtes dit en écrivant votre premier livre, bah, ça me ferait plaisir qu'il soit Goncourt? Non, alors vraiment, j'ai jamais eu de... Enfin, j'ai jamais écrit dans une optique de carrière. La seule carrière que je me souhaitais, moi, c'est d'être publié plutôt que pas. Donc ça s'est produit. Après, on se rêve des lecteurs, mais non, j'ai jamais été dans un truc Mais on comme sait ça. que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire Eh que ben non, pas du tout. le Pas Goncourt forcément. amène des lecteurs, Bah un non, minimum. en plus, moi, je viens du roman noir, donc il n'en est pas du tout question. Celui-ci, je l'ai écrit aussi comme un roman noir. En cours de route, c'est devenu une chronique sociale et il a accédé à un autre statut. Mais j'ai jamais écrit dans l'optique de réussir ma vie ou de choper des prix. Je vous le réponds aussi Non, honnêtement vous avez absolument raison, mais ce que je veux dire, c'est que l'étiquette Goncourt fait que vous allez avoir des lecteurs. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce livre-là rencontre un type de lecteur qui n'aurait jamais rencontré autrement. Pour certains d'entre eux, d'ailleurs, c'est un peu un choc, j'ai l'impression, parce que c'est un prix effectivement bourgeois. Et il y a des lecteurs qui arrivent à lire ce livre qu'ils n'auraient pas rencontré autrement et qui sont heurtés par la frontalité du sexe, par le vocabulaire qui est employé, par le manque de déférence par rapport à la langue aussi. Je vois que ça les bouscule. Oh, ça fait du bien. Allez. Nicolas Mathieu avec nous, leurs enfants après eux, paru chez Actes Sud. On va y revenir tout à l'heure avec Juliette Arnaud. Hey, musique. Comme disait ma marraine de radio, Pascal Clark, allez, fume, c'est du belge. Ça fait tourner. Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des pop stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker, même quand tu dors. Tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
Jupiter sur France Inter, en compagnie de Nicolas Mathieu, dont on se disait qu'il y aurait peut-être eu un peu de panache à refuser le Goncourt, mais bon, Ne les écoutez il pas. l'a On l'a bien accepté, pourri. il sent bourgeoise. Ne les Bon, écoutez pas. On ira boire des coups au flore. Ne les écoutez pas. Nicolas Mathieu avec nous. Et vous avez bien du mérite d'être avec nous, Nicolas, pour vous entourer aujourd'hui. Eh bien, Thomas VDB. Eh oui, Il est là, c'est ouais, vrai, c'est c'est les moi. chroniques. Guillaume Meurice, bon là, Oui, évidemment, on bonsoir. n'arrive pas à ça. Bah, Et Juliette, parce qu'on va parler de littérature, évidemment. Bien sûr. Et avant cela, d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme. Le journal de presque 17h17. Il a besoin de retrouver un fonctionnement normal. Et donc, on commence par les titres. Oui, dans un entretien au journal Les Échos, Édouard Philippe a reconnu des erreurs du gouvernement. Et oui, Édouard Philippe est apparemment passé devant un miroir. Alexandre Benalla a affirmé devant les juges que l'arme apparaissant sur un selfie qui était publié pendant la campagne présidentielle, c'était un pistolet à eau. Et oui, et sur la vidéo, on le voit cogner des manifestants. En fait, il faisait des guili-guili. Oui. Et c'est vrai que c'est pas clair. Et des brèves. Oui, parce qu'elles sont bien vraies, mais bref. Commençons donc par la politique française. Oui, Emmanuel Macron renonce à sa hausse de salaire de 64 € par mois. Ouf. Qu'on arrête de dire qu'il n'écoute pas les Français. Hein. Franchement, quel panache, quel sens du sacrifice, quel renoncement, Manu. Oui, politique hors sol toujours. Oui. Ce lundi sur Public Sénat, Gilles Legendre, patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a parlé de ces fameuses erreurs commises par son camp. C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Et voilà, probablement. Il passe sûr, mais probablement c'est ça. Ils ont été trop intelligents. Et ben voilà. Et je pense qu'avec cette déclaration, il a prouvé qu'il était quand même tout aussi con. Probablement. Oui, Sur Twitter. Sur Twitter, Gilles Legendre s'est dit, pardon, je veux le défendre. Oui, mais défendez-le. il s'est dit désolé et parle de quelques mots sortis de leur contexte. Oh la rechute. Il a de nouveau été trop subtil et trop technique parce que moi dans son interview j'avais bêtement vu les mots dans leur contexte. Justice. Oui. Jawad Ben Daoud, alias le logeur, a déclaré au juge lors de son procès. Si vous me condamnez, vous condamnez un coupable. Oups. Ouais, c'est ballot. Franchement, tu me mets Alexandre Benalla et Jawad Ben Daoud sur scène. T'as le meilleur duo comique depuis Eric et Ramsey. International à présent en Israël, le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été bloqué sur Facebook après des propos anti-musulmans. Et oui, ça lui permettra de se sentir un peu palestinien en subissant un blocus. Sport, la Belgique est championne du monde. Oh les champions, Oh, les champions. Attendez, vous n'avez pas dit de quel sport? Mais on Non, s'en fout, oh, les champions du monde. Attendez, parce que non, mais c'est Ouais. vrai qu'on n'a pas dit de quel C'est sport. pas dit. quand même. Ouais, bah c'est le sport de balle majeur. Voilà, Ouais. c'est Ah, super, enfin, foot, ça y est. Non, on a le alors ah. non, mieux. On a été champion du monde de hockey sur gazon. Voilà, c'est pas ce qui me semblait. Alors parlez peut-être de vrai sport maintenant, s'il vous plaît. D'accord. Football. Oui, Football. en Ligue des Champions, le tirage au sort pour les huitièmes de finale a eu lieu et le PSG a hérité du club de Manchester United. Voilà Manchester United, dont l'actionnaire principal est américain. États-Unis contre Qatar. On n'a pas vu une telle confrontation depuis la libération de Mossoul en Irak. Miss France, oui, c'est Miss Tahiti qui remporte le titre. Et oui, et pour une fois, c'est Tahiti qui envoie une bombe atomique en métropole et pas l'inverse. Bombasse toujours. Ouais, ça c'est pas féministe, hein, ça c'est bon. Hein. Hop, un point Juliette Tardot. Bombasse toujours. Geneviève de Fontenay a déclaré « Je ne suis plus gilet jaune. Il n'est pas acceptable de bloquer les routes et les commerces. » Et oui, et je pense que si on devait faire un biopic sur la vie de Geneviève de Fontenay, c'est Franck Dubosc qui tiendrait le rôle. Les brèves. Oui, Montélimar, il vide le minibar. Montbéliard. Eh ben oui, Bah vous oui. avez bien raison. Oui, La oui. précision qu'elle veut dans les brèves, parce que ça change tout. On va Bah, pas parce que commencer à sinon, être on comprend 600 km près. Je veux dire, Montbéliard. Bah, vous avez écrit Montbéliard, je dis Montbéliard. moi. Vous avez raison, j'ai mal lu. Il vide le minibar de son hôtel et conduit sur une jante. Hein, apparemment, Benoît Magimel s'entraîne au cas où on lui proposerait la version française de Fast and Furious. La dernière. Essonne, Ah oui, ça bien oui. sûr. Les gendarmes offrent des consoles volées aux enfants malades, comme quoi parfois le Père Noël est une ordure à la base, mais ça finit bien. 17h26 à Golbet dans les Vosges, où tout le monde a gagné le Goncourt grâce à Nicolas Mathieu qui est avec nous. Alors quand les commerces et les services publics ferment dans les centres-villes, quand c'est la zone industrielle et son hypermarché qui deviennent le centre névralgique de nos samedis après-midi, c'est le rond-point qui devient alors à présent la place du village, le forum où on débat en ce moment. En bloquant le rond-point, on arrête un peu le temps, mais on lance le débat. Les Gilets jaunes sont-ils en train de faire renouer durablement certains citoyens avec une forme de politique ? Usagers, je vous ai compris.
La campagne électorale bat son plein. Et qu'entendons-nous de nouveau dans les autres partis pour résolver les vrais problèmes? Rien du tout. On nous promet des chapeaux en Espagne. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous aurez remarqué par vous-même que personne, je dis bien personne, ne semble se préoccuper du véritable problème. J'ai nommé la longueur des feux verts. Voter pour moi, c'est voter pour des feux verts plus longs et des feux rouges plus courts. C'est le comédien Manu Taureau dans Faux Contact, le programme court de la télévision belge. Alors, Nicolas Mathieu, je vous pose la question d'abord de but en blanc. Est-ce que aujourd'hui vous essayez, quand vous êtes à la radio, à la télévision, chez des journalistes, de dissocier la matière de votre roman de l'actualité car le lien est peut-être très raccourci, mais facilement fait entre le déclassement, entre les fins de mois difficiles, les zones un peu passées sous les radars. Est-ce que vous essayez de vous dissocier de ce sujet d'actu un peu? J'essaye pas de dissocier le roman de l'actualité. Je pense qu'il y a un lien qui peut être fait et que les lectures qu'on en fera dans ce sens-là, elles peuvent être légitimes. Ce que j'essaye de ne pas faire, c'est de devenir un commentateur de l'actualité. Parce que mon temps à moi, il est celui de l'écriture. Et ça implique de la distance, de la longueur de temps, la réflexion. L'écriture, c'est l'inverse de l'instantanéité. C'est-à-dire que je peux produire un roman qui restitue des choses très justes sur la France telle qu'elle est, et dire une énorme connerie parce qu'on va m'interroger à brûle-pourpoint. Donc c'est moins le rapport entre aujourd'hui et le bouquin qui me pose problème qu'entre ce que moi j'aurais à dire et ce que je peux écrire, quoi. Je suis pas un commentateur. Ce que vous auriez à apporter comme réponse, elle est dans le livre en réalité. C'est pas des réponses parce que moi je restitue des mondes, je fais vivre des histoires à des personnages. Les réponses qu'on cherche chez vous, elles sont plutôt dans le livre. En tout cas, si quelqu'un se demandait comment vivent ces gens qui portent des gilets jaunes, une partie de la réponse pourrait se trouver dans le bouquin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces modes de vie où effectivement chaque désir correspond à une consommation de carburant. Voilà, il y aurait des choses comme ça à dire dessus. Mais ça suppose de le dire avec un style, avec une écriture, avec des personnages qui donnent une intelligence du monde qui a un caractère particulier. Et ça suppose aussi de ne pas être dans le oui-non, dans le pour-contre, dans le d'accord, pas d'accord, dans la condamnation ou la légitimisation. C'est pas ça mon job. Alors entre les deux, entre l'actualité brûlante et entre le temps long du récit, il y a par exemple Florence Aubenas qui a publié ce week-end dans Le Monde 3 pages. C'est une semaine passée sur le rond-point du Leclerc de Marmande. Là, vous trouvez peut-être un temps de récit et de journalisme qui vous convient comme à beaucoup d'entre nous, faut dire. C'est un papier qui, quand je l'ai lu, m'a fait éprouver un grand soulagement parce qu'on sort de l'analyse et du jugement et on rentre dans la restitution des faits. C'est du verbatim, on donne la parole aux gens et j'ai trouvé ça très beau. Sur un temps long, parce que c'est rare aujourd'hui que les journalistes aient les moyens de rester 5 jours sur place aussi. Bon, puis elle se fait ça excellemment, quoi. Enfin, voilà. Et on entendait... C'était pas du commentaire extérieur ou de la comparition immédiate, comme ça a pu avoir lieu sur des plateaux de télé. Là, elle a vraiment donné la parole à des gens qui disent ce qu'ils ont à dire, quoi, avec les moyens qui sont les leurs. Et ça m'a fait du bien de lire ce papier. On vous le recommande donc avec de très jolies photos d'Édouard Elias en noir et blanc, ce qui est assez facétieux pour ce mouvement jaune fluo. Vous écoutez France Inter, par Jupiter, en compagnie de Nicolas Mathieu, prix Goncourt, faut-il le rappeler bien sûr, car nous sommes en France, République française. Mesdames et messieurs, les institutions sont importantes. Et il en est une dans cette émission, c'est Thomas VDB. Oui. Effectivement. Et alors, vous savez, moi, je ne vous apprends pas quelque chose. Je pense que tout le monde sait que je suis véritablement un véritable féru de cinoche. Je suis vraiment un fondu de la toile, un mordu du 7e art. Et ce week-end, je regardais des bandes-annonces sur YouTube et je suis tombé sur la bande-annonce du remake américain de Intouchable qui va sortir, où le rôle de Omar Sy est repris par le comique américain Kevin Hart, qui est une énorme star comique aux États-Unis, et le rôle de François Cluzet est repris par Bryan Cranston, l'acteur de la série Breaking Bad, autre énorme star. Et alors moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand je regarde des vidéos YouTube, j'aime bien les commentaires, j'aime bien lire les commentaires.
C'est un peu mon péché mignon. Bon. Et donc j'aurai sûrement, je pense, des regrets sur mon lit de mort, mais je sais que ma dernière phrase ne sera pas, en tout cas, j'aurais dû lire plus de commentaires sur YouTube. Ça, il y a peu de chances que ce soit ça quand même. Et là, donc, dans les commentaires, quelqu'un avait marqué dans le commentaire de la bande-annonce d'Intouchable, le remake américain, mais il faut donner plus de rôles d'handicapés aux acteurs handicapés. Et j'avoue que cette phrase m'a laissé perplexe pendant plusieurs minutes, parce que c'est vrai que la question peut être posée quand même. Hein, c'est vrai que les handicapés, on n'a pas le droit de leur prendre leur place de parking. Par contre, les rôles au cinéma, ça y a pas de problème. C'est vrai qu'on se dit, pour jouer le rôle d'un mec qui a un handicap, pourquoi on prend pas forcément quelqu'un qui a ce vrai handicap? Intouchable, c'est vrai que c'est un film magnifique, mais sur le tournage, il faut se rappeler qu'à la fin de chaque scène, quand le réalisateur il disait coupez, François Cluzet, il se levait, hein, il allait se servir un café dans sa caravane. Hein. Tous les jours sur le plateau d'Intouchable, c'était quand même une sorte de mini miracle de Lourdes qui se passait à chaque fois. C'est vrai, tu regardes La Guerre des Étoiles, par exemple, pourquoi pour le rôle de Dark Vador, ça aurait été légitime de se demander pourquoi ils n'ont pas pris un acteur qui fait vraiment de l'asthme. Voilà. Pareil dans Zorro, si vous pensez que le gars qui joue Bernardo il est vraiment mieux, ben non les gars, je vous le dis, vous êtes manipulés. Hein, parce que pour cette chronique, j'ai fait des recherches et Bernardo il parlait en fait, il parlait vraiment. Ouais. Et en même temps, c'est vrai, j'avoue quand même que quand le mec sur YouTube, il avait marqué comme ça de donner des rôles d'handicapés à des acteurs handicapés, c'est vrai que t'as envie de te dire quand même, oui, mais à quelle énorme star tu penses en l'occurrence. C'est vrai, il n'y a pas vraiment de star du cinéma handicapé qui aurait pu jouer le rôle du personnage handicapé d'Intouchable. Bon, oui, bon, je pensais peut-être il y a quelques années Christopher Reeve, l'acteur de Superman, voilà, il aurait pu le faire, mais bon là, il est mort. Et donc d'ailleurs, ça me fait penser une chose, c'est que pour jouer des morts au cinéma, est-ce qu'on n'aurait pas pour prendre de temps en temps des acteurs vraiment morts, je me dis. Et imagine, je sais pas, si tu regardes Cold Case ou Engrenage, et on arriverait sur une scène de crime, le mec il lève une couverture, et tu dis, oh, Jean Gabin, putain, et là on le voit moins, Jean Gabin, on le voit quand même moins, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Bon, peut-être je m'emballe, il faut laisser les morts tranquilles, je pense. Mais bon, c'est une question qu'on se dit, c'est quand un valide prend le rôle d'un handicapé au cinéma, on se dit c'est pas normal. C'est comme si quelqu'un disait t'as vu le biopic de Barack Obama avec John Travolta? Et ben, c'est bizarre quand même. Déjà, c'est quand même bizarre. Alors attention, je compare évidemment pas le fait d'être noir avec le fait d'être handicapé, même si dans notre société c'est un peu la même chose quand même. Là, pour trouver du travail c'est plus difficile, hein, pour se déplacer dans le métro par exemple, hein, si c'est pas un contrôle d'identité qui t'arrête, c'est un escalator, hein, forcément. Alors voilà, je pense qu'au nom de la diversité, les handicapés devraient imposer un quota d'acteurs vraiment handicapés. Alors je reconnais que bon courage à tous les directeurs de casting quand même effectivement, mais bon ça marche dans un sens, on prend des valides pour jouer des handicapés, il faudrait prendre des handicapés pour jouer des valides. Là, pardon, mais s'il y en a qui y arrivent, ça permettrait de découvrir des vrais acteurs, je pense. Hein, faut reconnaître que si un handicapé s'est joué un valide, on voit quand même un gars qui sait très très bien jouer la comédie quand même. Hein. Attention, t'es très très bon acteur quand même. Hein. Bon alors là je vais arrêter parce que je sens que cette chronique commence à devenir un petit peu anxiogène, mais j'ai voulu parler de ça parce que c'est vrai que le handicap, bon, c'est quand même le truc le plus injuste du monde. Handicapé, on peut tous le devenir. Un tir de flashball mal ajusté, voilà, je sais pas, un accident de voiture, un rond-point bloqué, voilà, ça peut tous nous arriver. Donc à partir de maintenant, ça serait bien qu'au cinéma, les fauteuils ne soient plus seulement dans la salle, mais aussi à l'écran. Donc bon courage à tous les scénaristes et joyeux Noël à tous. Merci beaucoup Thomas VDB. On a entendu la rigolade et le plaidoyer. Ouais, c'est brillant. Il dénonce. I see the kids, them running on by. Got that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the 9th Street with the sun on my back, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the heron grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along.
sun is out, so come and get a glimpse. It's here for all of us, so come and warm your skin. Now on the 9th Street, soon we'll be back on track. Knock, knock for Ruben, come and kill some time on the heroin crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, haven't you heard? Yeah, this is how it feels when a good day comes along. Jonathan Jeremiah chante Good Day. And it's a good day because Nicolas Mathieu is here in the studio, in the open space. And this is wonderful. Jamais, c'est pas dit. Ils ont cassé maman. C'est lundi, il est 17h37 à Nancy où habite notre invité Nicolas Mathieu qui est avec nous. Je vous signale aussi que demain nous serons à Strasbourg en direct de l'Hôtel de Ville. Rendez-vous 9 rue Brûlée. Notez bien l'adresse parce que c'est là. Venez tôt. Venez tôt. Voilà, on sera tous là. On parlera de Zassir à 17h37 demain d'ailleurs. Allez, avec Nicolas Mathieu, avant de revenir à votre roman et à l'actualité, voici Guillaume Meurice. Moi, je vais vous parler de la COP24 qui vient juste de s'achever. Alors, la COP, c'est un principe intéressant. On prend tous les gouvernements qui sont responsables de l'état pourri de la planète et on leur demande de trouver une solution. Voilà, c'est pas con. Hein, c'est comme confier l'éducation sexuelle des enfants au Vatican. Voilà, on est très étonnés, ça foire à chaque fois. Mais bon, on continue quand même. Alors, cette année, c'était en Pologne. J'ai rien contre la Pologne. Je précise. J'ai un excellent ami, moitié polonais, moitié escort boy chez Bolloré. Mais voilà, France Inter n'a pas eu les moyens de m'envoyer sur place. En plus, Juliette prépare déjà un sujet en Pologne. Hein, je rappelle qu'il y a pour thème géopolitique, crise systémique et alcool de patate. Bon, voilà, ça faisait trop en fait comme budget, mais c'est pas grave parce que dans le même genre, on a le forum biodiversité et économie qui débutait ce matin. Encore un coup de peau, dis donc. J'ai vraiment de la chance en ce moment. Alors, c'est un forum où les entreprises et les lobbies se regroupent pour préserver la biodiversité. Hein. On flaire déjà tout de suite la bonne idée. Alors, j'ai rencontré tout d'abord Christophe Aubel, hein, c'est l'organisateur, patron de l'Agence française de la biodiversité, à qui j'ai demandé est-ce que c'est vraiment une bonne idée de demander à ceux qui ont créé le désordre de réparer les conneries. Est-ce qu'on peut seulement dire que c'est ces gens-là tout seuls qui ont créé le désordre ou le système de société? Désordre, c'est un bon lapsus. Moitié diesel, moitié désordre. Après, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Ouais, on n'est pas dans le meilleur des mondes et ça, on s'en rend compte assez vite parce que quand on arrive, il y a un grand panneau qui récapitule plein d'entreprises récompensées pour leur action en faveur de la biodiversité. Et il y a tout, hein. Je veux dire, il y a Lafarge, Bouygues, EDF, la FNSEA. Il manquait plus que l'association Le Cancer c'est super et le fameux collectif du charbon dans les biberons. Mais sinon, vraiment, il y avait tout. Il y avait même le MEDEF. Ils ont récompensé le MEDEF. Alors comment on se retrouve sur ce tableau? Ce qui veut dire que le plan d'action qui avait été déposé, il répondait aux critères qui étaient sur le fait. Par exemple, ça le veut MEDEF, dire que tous il a ces un gens-là, vrai plan d'action. En tant que tête de réseau, c'était le dispositif faisait qu'on leur demandait de relayer les sujets biodiversité, de pousser leurs membres à le faire. Donc ils ont organisé, ils ont sorti des guides, ils ont fait des colloques. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le greenwashing justement? Ah non, je pense que quand on a le MEDEF qui se mobilise pour faire monter en compétence ses membres, c'est pas forcément des greenwashing. Voilà, c'est de la montée de compétences. Hein. Prévenez, hein, parce que nous, on n'était pas au courant. On se disait, tiens, c'est du foutage de gueule. Mais non, c'est la montée de compétences. Donc, tu fais un guide, un colloque, et voilà, tu es éco-responsable. Et en plus, je crois même que Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, il fait pipi sous la douche. Non, c'est sur les smicards, je sais plus. Il y a un truc de pipi responsable. Enfin, voilà, je sais plus exactement. Mais voilà, au MEDEF, ils sont à deux doigts de monter une ZAD. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, la question, c'est est-ce que Christophe y croit que ces boîtes agissent vraiment pour l'environnement? Oui, j'y crois. D'ailleurs, moi, je pense qu'on peut faire confiance aux entreprises comme aux autres acteurs. Est-ce qu'on peut faire confiance à Lafarge, par exemple, pour préserver la nature, ou à Bouygues Construction, tous les noms qui sont sur ce panneau? On peut leur faire confiance sur le fait qu'ils ont déposé un plan qui ressemblait à quelque chose. Et moi, ce dont je suis convaincu... Ils sont bons en plan, hein. Lafarge, Bouygues, ils sont super bons. Mais encore une fois, il y avait une vraie évaluation. Une vraie évaluation, une vraie expertise sur les processus engagés en tant que professionnel, hein, sur une transition dynamique plurifactorielle qui engloberait des engagements, je dirais, à la fois fondamentaux, tout en ne négligeant pas les impacts qui s'appellent Kézak, bien évidemment. Alors, sur ce beau panneau, également, continuons, parce qu'il était bien ce panneau, il me plaisait bien. Il y avait le Marineland, vous savez, le Fleury-Mérogis des dauphins. Alors, Marineland, il est quand même bien connu pour son respect de la biodiversité, puisqu'autour des bassins, on trouve à la fois des gros blaireaux et quelques vautours dans l'administration. Alors, qu'est-ce que fout le Marineland dans ce colloque sur la biodiversité? Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de son plan d'action, mais il s'était engagé à un certain nombre de choses, probablement, puisqu'il a été validé à l'époque. Est-ce qu'il ne faudrait pas le fermer, ce Marineland? C'est pas à moi de prendre ce type de décision. Mais vous avez un avis?
Mon avis personnel n'intéresse personne. C'est ça qui m'intéresse. Ah si, moi il m'intéresse beaucoup. Non, je ne vais pas vous dire. Ah, c'est dommage, Christophe, il a le courage de Thomas VDB devant un peigne. Alors, pour trancher, ouais, c'est un peu gratos. Pour trancher, il nous faut un homme d'action, un homme de combat, un homme de courage, et cet homme, vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment François de Rugy. Il était là. Alors François, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, d'enfermer des cétacés? Moi j'ai des gros doutes, donc on va travailler avec cette filière qui a besoin d'évoluer. Mais pour moi, est-ce qu'on peut attendre une fermeture de Marineland? Quand on voit... Mais attendez, la question c'est pas la fermeture de Marineland, parce qu'il y a des centaines d'emplois aussi. C'est la question de l'évolution de cette activité en disant, oui, peut-être que... avec des dauphins en plastique. Ça, on verra. Oui, c'est pas hyper écolo non plus, mais bon, il faut préserver l'emploi. C'est vrai qu'emmerder les animaux, c'est un business qui rapporte. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que la chasse au TGV est ouverte. Ça y est, je sais pas si vous avez vu l'info, maintenant ils tirent dans les TGV. Ils confondent les marcassins et les TGV. On est quand même passé un stade au-dessus, dans la myopie ou le pinard, je sais pas. Donc, éloignez-vous de la bordure du quai. Feu. Allez, terminons donc avec François, le warrior de l'écologie, qui se pose la bonne question. La question, c'est d'être déterminé à agir, et y compris à bousculer certaines inerties. Mais concrètement, comment vous allez bousculer tout ça? Je peux vous dire que quand on prend en Europe, nous sommes le 3e pays d'Europe qui a la taxe carbone la plus élevée. On n'ira peut-être pas aussi loin et aussi vite que ce qu'on avait prévu dans les années qui viennent, mais on ne reviendra pas en arrière. Est-ce que c'est pas dommage, puisque a priori il y a une urgence? Moi, je continue à penser que la fiscalité écologique est un bon outil. Il ne faut pas tomber dans la démagogie. Non, c'est pas le genre de la maison, la démagogie, surtout en Macronie. Bon, là, on est plutôt sur de l'enfumage. On espère que c'est pas du diesel. Voilà donc pour la biodiversité après la COP. Alors, je précise que COP en anglais, ça veut dire flic, et il s'en trouve toujours davantage pour casser la gueule des manifestants que pour faire respecter les décrets environnementaux. Guillaume Meurice, merci, avec du François de Rugy dedans. C'est beau. Wow. C'est beau. Bien joué. Beau. Il est 17h43 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Nicolas Mathieu, avant de laisser la parole à Juliette Arnoux pour nous chroniquer son roman Leurs enfants après eux, paru chez Actes Sûrs et couronné du prix Goncourt. Rappelez-vous du bonheur que c'est d'ouvrir un... Je vous charrie avec ça. Je devrais avoir du respect, mais aucun respect. Elle est jalouse, c'est tout. Bah ouais, ça peut être que de la jalousie. Bien sûr. Ah, mais le Goncourt, bravo. Le courage de l'écrire, surtout. Bon. Rappelez-vous du bonheur que c'est d'ouvrir un bel atlas. Aujourd'hui, on a Google Maps, alors c'est autre chose. Mais la magie de la géographie française, on peut la retrouver dans des essais ou des romans, avec des écrivains qui mettent à l'honneur des régions parfois oubliées des radars, comme une Miss Limousin éliminée au premier tour. Ah oui, ça arrive. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, c'est ça, hein? Allez vous faire foutre. C'est Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle, film de Jean-Luc Godard. Le Figaro a fait paraître la semaine dernière un article intitulé Les cartes et le territoire, qui observe un regain d'intérêt d'écrivains français pour l'exploration de zones rurales, de ce qu'on appelle les zones blanches, et aussi ce que les experts de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et la l'attractivité régionale appellent la diagonale du vide. Bon, alors c'est les Sylvain Tesson, etc. Nicolas Mathieu, vous avez créé un lieu imaginaire, mais qui n'est pas tant que ça. Donc Hayange, qui est une sorte d'Hayange, on peut dire, dans la vallée qui pourrait ressembler à la vallée de la Fensch, donc vous avez des repères. Comment est-ce qu'on construit un territoire imaginaire dans un roman tel que le vôtre, qui est, vous dites une chronique sociale, on peut dire chronique ou même saga, parce qu'il y a un bon développement. Comment est-ce que ça se dessine à un moment pour vous-même ne pas vous perdre ? Ouais, à un moment, il a fallu quand même que je le dessine, et notamment ce lac qui devenait de plus en plus grand avec de plus en plus de plages. Il a fallu que je le fixe quelque part. L'idée, c'était quand même de parler de la vallée de la Fensch, c'est sûr, mais je voulais me laisser les coups des franches, qu'on me dise pas ah oui, non, mais ce panneau, il est pas là. D'ailleurs, Dudul, il est pas mort cette année-là. Comment la désindustrialisation, ça s'est pas passé comme vous le dites, etc. Donc, finalement, pour faire remonter du réel à la surface, on est obligé de prendre le biais de la fiction. C'est comme ça qu'on se ménage des coups des franches, quoi, pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et puis, c'est une géographie qui est à la fois
très ancrée dans le réel, on la situe tout de suite, et en même temps où on peut convoquer à la fois de l'imaginaire et des souvenirs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux qui se jouxtent et qui... Et à un moment, le lieu est aussi celui qui peut modifier peut-être une scène ou pas une intrigue, mais je dirais oui, une scène, par exemple, quand les adolescents partent en mobilette, puis que sur le skatepark, ils se prennent le chou, ils se disputent et qu'ils rentrent à pied, ce genre de choses. Là où vous avez mis le lac, est-ce qu'il y a un moment, le territoire et votre cartographie vous rappelle et vous dit oh attends, parce que là, il faut que à ce moment-là, dans l'écriture, il faut aller par là ou par là. Ouais, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage obligé, c'est pas une visite touristique, quoi. Je me dis pas, tiens, là, j'ai oublié de faire une séquence. Mais par exemple, la première fois que je suis allé à Hayan, j'étais vachement surpris. Enfin, c'est une vallée avec un haut fourneau en plein milieu. Assez bêtement, je m'étais imaginé qu'on avait mis le haut fourneau en dehors de la ville. Et en fait, non, il était là en plein milieu. Et le jour où il s'est éteint, toute la ville s'est un peu éteint autour. Et puis, il y a un promontoire avec une vierge qui contemple toute la ville, qui a été achetée et coulée à la demande des patrons, en fait, et qui veille sur l'ensemble de la vallée. C'est un regard aussi, moral sur la vie des ouvriers. Et immédiatement, c'est vrai que je me suis imaginé les gamins en train de picoler là. Ouais. Et effectivement, j'y suis retourné depuis et il y a des capsules partout. Apparemment, c'est pas une idée que j'avais eue tout seul. Nicolas Mathieu, avec nous, reparlons-en. Leurs enfants après eux, paru chez Actes Sud, avec Juliette Arnaud. Nicolas Mathieu, malgré votre prix Goncourt et ce splendide prétonyme dont vous êtes doté, comme le Premier ministre, comme Édouard Louis, en toute simplicité comme moi, vous êtes gentiment ringard, vu que dans votre roman, ce sont les années 90 que vous auscultez, à défaut de les célébrer, et que la mode, en ce moment, elle est à fond d'années 80, chaussures pointues, fut, haute taille et crop top. Oui, Charline, c'est moyen chic de dire à l'invité que c'est un gros ringard, mais il y a un moment, faut dire les choses, jurisprudence, gilet jaune. Techniquement, les moins de 20 ans sont donc aux fraises. Je me permets un petit résumé pour eux. Les années 90 en France, les enfants, ce sont celles d'avant qu'on soit champion du monde. Et donc fiers et réconciliés. Bref, nous, les jeunes des 90, on faisait pas que rigoler. Heureusement, on avait Nirvana, Guns N' Roses et NTM. Ils étaient jeunes, tous ces chanteurs, comme nous. Et si je me chante ex-fan des 90s, petite baby doll, que sont devenues toutes tes idoles, eh ben j'ai la tristesse. C'est que vois-tu, jeune personne de maintenant, personne n'était disparu alors. Ni Kurt, ni George, ni Michael. Personne n'était séparé, ni Axel et Slash, ni Cool Chain et Joey Starr. Une fois ce cadre musical pop culturel installé, qui sont les jeunes de leurs enfants après eux ? Ce sont d'abord 2 fils de mecs qui bossaient dans des usines sidérurgiques en Lorraine, Assine et Anthony. 2 fils de mecs au chômage, donc, ou presque, et donc dépossédés de leur seul pouvoir. Eux, Assine et Anthony, sont, et je vous cite Nicolas Mathieu, trop rapides, trop jeunes, insuffisamment mortels. 2 underdogs, 2 presque outlaws, si on suit la mythologie américaine. Et si on suit la mythologie française, avec un de ses meilleurs représentants, Renaud, dans sa chanson Baston. Alors ce soir à la foire, avec 2-3 lascars, il ira au baston, comme le prolo va au charbon. Il ira au baston, filera des crocs, prendra des nions. C'est peut-être con, mais tout est con. 2 jeunes mecs et une petite meuf à queue de cheval dansante, dont le père, lui, a la petite meuf et claqué de thunes, et qui donc, toujours pour citer Renaud dans Adieu Minette, n'est pas né du même côté de la bourgeoisie qu'eux. Ces 3-là sont coincés ensemble dans leur vallée, leurs étés des années 90 défilent, absolument conscients du fait que l'ascenseur social est flingué, que l'escalier de service est muré. Les élites avaient déjà à cœur, dans les années 90, de protéger leurs innés. Leurs gosses s'ennuient, tournent en rond, font des conneries plus ou moins graves. Les mômes s'ennuient, pas nous. Nous, on le dévore, cet ennui. On le gloutonne. Ils s'ennuient, et moi, lectrice, dont la jeunesse a foutu le camp, je les ai enviés, vos personnages. J'ai pensé aigrement. Eh ben, qui s'ennuie ? Bien fait pour eux. Eux, ils ont la jeunesse et l'été. Moi, je n'ai que ce foutu solstice d'hiver à l'horizon. Rarement un livre m'avait semblé aussi plein de désirs, même si beaucoup d'entre eux, de désirs, resteront à l'état de projet. Du désir si bien, si précisément décrit. Le désir de ficher le camp, celui d'échapper à la fatalité. Le désir charnel aussi, c'est bien la moindre des choses. Coucou la queue de cheval. Comme quoi, prix Goncourt, c'est excitant aussi. Je me suis souvenu que nous avions terminé les années 90 avec une chanson de vieux. Pardon, une vieille chanson, qui bramait que nous allions survivre. Eh ben vous savez quoi ? On aurait dû se méfier. Survivre, c'est pas vivre. Que voulez-vous les jeunes ? On était de la sorte. Et je vous cite encore une fois, on allait par grappes, transhumants, hilars, épouvantablement divers, irréconciliables, et pourtant côte à côte, et bien copains finalement. Alors voilà, on a survécu. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci pour cette chronique de la gamine de Saint-Étienne qui est revenue à fleur de peau. Merci Juliette. On rappelle, c'est Actes Sud, mais ça, je pense que tout le monde a bien imprimé. C'est le pré-concours. Je vais donner une info. J'ai croisé Françoise Nissen dans le Thalys. Elle est retournée en Belgique. C'est pas vrai. Oui, je tenais à donner cette info. C'est votre maîtrise, de nouveau. Parce qu'elle tente à s'exiler, donc voilà, soyez vigilants. C'était le point spotted d'un ancien ministre. Si je peux un petit peu. D'Alex Vizorek. Elle était sous un bonnet. Elle a essayé de se mettre. J'ai reconnu direct. Écoutez, c'était vraiment très intéressant, mais je vous propose de passer. Ça, c'est une info personnelle. Si on peut perdre une minute à parler de Françoise Nissen. Donc elle est plus à Arles. Au lieu des producteurs de séries qui sont voraces, ils absorbent les romans à succès pour s'assurer une réussite. Ainsi apparaît ce slogan, le livre culte, aujourd'hui une série événement. C'est le cas pour L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante ou Vernon Subutex de Virginie Despentes ou encore La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, dont la vedette de la série, Patrick Dempsey, apparaît carrément sur la couverture de la réédition du roman. Ce sont des opportunités, faut pas laisser passer. Il y a un mois, je reçois un coup de téléphone. Et moi, il n'y a personne qui m'appelle sur le fixe de la maison. Si ça appelle sur le fixe de la maison, c'est soit Wesley Snipes, soit mon oncle. Je réponds, je fais allô, qu'est-ce qui c'est? Oui, are you Serge? Je lui fais ouais, what's happened? Il me fait I don't want to talk on le téléphone, frère. Ouais. Je dis où tu veux parler? Le mec, il m'affrète un avion, ils me font venir à Los Angeles, grande tour PlayStation. On arrive, il m'amène directement au grand patron. Le gars, mec, qui a créé PlayStation. Il me dit, voilà, c'est très clair, on veut adapter votre vie en jeu vidéo. Je lui ai fait, vous voulez adapter ma life en jeu vidéo? Il me fait exactement ce que je viens de dire. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Par contre, je vous dis, petit laïus, la PlayStation 4, elle n'est pas assez puissante pour jouer ma life. Serge le Mito, c'est le personnage de Jonathan Cohen. Alors, c'est un article publié dans Télérama qui s'intitule « Vous l'avez lu à la télé ?» point d'interrogation. Nicolas Mathieu, vous avez fait des études de cinéma. Est-ce que, à contrario, donc ici on voit bien que les séries sont assez voraces et vont vers les romans à succès pour s'assurer elles aussi un succès. Vous qui avez fait des études de ciné, qui êtes romancier, à contrario, est-ce qu'il y a des films, aujourd'hui des séries qui influence peut-être aussi vos écrits ou des scènes ou la trame d'un scénario qui, comme vous avez étudié le cinéma de près, qui vous ont influencé? Ah oui, à fond. Ah oui par exemple, comment leurs enfants après eux, c'est quand même un roman sur le temps qui passe. Et honnêtement, les séries, là-dessus, on fait mieux que le cinéma. C'est-à-dire que ça a été un des fantasmes de la modernité, Antonioni et tout ça, de filmer du temps qui passe. C'était un peu chiant parce qu'on avait 1h30 pour filmer du temps qui passe. Alors que quand on voit ça dans Mad Men ou dans Les Sopranos, on s'attache tellement aux personnages qu'à la fin, on peut se contenter de filmer du rien. Juste, ils sont là et puis ils vivent et ça suffit. Et quand on filme juste du temps qui passe, c'est le fameux truc de Cocteau, quoi. C'est la mort au travail qu'on filme. Et moi, c'est vraiment un truc qui, dans les séries, m'a... Ouais, ils ont supplanté le cinéma sur ce point-là. Ouais. Et... finalement, le roman, il a un peu une structure sérielle, c'est-à-dire qu'il y a une grande arche narrative qui le traverse tout entier. Il y a 4 étés qui correspondent à 4 années, comme 4 saisons. Et à l'intérieur de ces parties, chaque chapitre a ses enjeux locaux, comme on dit en dramaturgie, et fonctionne peut-être un peu comme un épisode. Donc ouais, ça a été une influence. Les Sopranos, moi, ça a occupé un espace énorme dans ma vie. Ah, très bien, mais voilà qui est intéressant. Nicolas Mathieu, qui est avec nous, et comédien aussi. Est-ce que vous voulez bien l'être pendant 2 minutes avec nous? Ça va dépendre du rôle. Le rôle du narrateur, ça vous va-t-il? Parce que, suite à la lecture de votre livre, Charline s'est dit, mais tiens, est-ce que Nicolas Mathieu pourrait pas inspirer à Laurent Wauquiez un nouveau storybuilding? Parce qu'il va pas bien en ce moment. Il faudrait peut-être réécrire son histoire, y rajouter... comment dire, de l'émotion, de la tendresse. On se rend tout de suite chez lui. Vous êtes le narrateur et les personnages vont apparaître au fur et à mesure. 1978, une vallée perdue quelque part en Ardèche. Laurent Wauquiez a 3 ans et il est déjà mal aimé par ses petits camarades. Non à l'assistanat! Je refuse que les dames de la cantine elles nous coupent notre viande! Mais comment on va faire? Tu vois bien qu'on est trop petits. Je propose que seuls les enfants blancs puissent bénéficier d'une aide, voilà! Ah bah t'es qu'un grand méchant! Quelques années plus tard, petit collège rural de Chambon-sur-Lignon, Laurent Wauquiez a toujours du mal à se faire des amis. Et pourquoi Boubacar, il devrait bénéficier d'une bourse scolaire, là? C'est quoi, là? Parce qu'il est pauvre. Ok, d'accord, mais en échange, je demande à ce qu'il effectue 15 heures hebdomadaires de ménage dans la classe, voilà. Puis c'est le temps des premières amours. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Laurent et les filles, c'est pas facile.
Et mademoiselle. Non, je te parle pas. Vous savez que j'ai le 06 de Sœur Emmanuel. Et alors? Je crois que c'est comme ça que tu vas me pécho. Mais attends. En plus, t'es mal fringué. C'est pas très mode, hein, ton gilet jaune. Mais je n'ai jamais porté de gilet jaune. Menteur! L'adolescence, c'est aussi l'âge de la rébellion contre ses parents. Laurent est un jeune rebelle, incontrôlable et ingérable. Maman! Oui, Laurent. C'est qui cette fille avec nous à table là? Eh bien, c'est Angela, ta correspondante allemande. Ah non, je ne veux pas de migrant à table avec nous. Hein. Non, ça n'est pas une migrante, c'est une correspondante. Ouais, ça va, arrête avec le bullshit habituel là. Contre vents et marées, connaissant la misère, le froid et la faim, Laurent Wauquiez entre à Sciences Po Paris. C'est naturel ta couleur de cheveux? C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert, j'ai tellement de soucis. En tout cas, c'est drôlement bien, c'est teinture poivre et sel. Et tu serais pas en train de me draguer là par hasard? Sûrement pas, non. Non, c'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est gênant vis-à-vis de mes amis, les jeunes de sens commun. Enfin, au terme d'un parcours semé d'embûches et de galères, Laurent Wauquiez entre à l'ENA. Un jour, je serai président de la République. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, tu t'en fous? Pas du tout. J'ai même pris des cours d'accent de Haute-Loire pour impressionner les ploucs. Ainsi se résume le récit d'une vie tournée vers l'autre, pleine d'amour et d'altruisme. Ça fait une belle série, hein. C'est vrai. Mais bien sûr, replonger dans l'adolescence de Laurent Wauquiez, un poil avant les années 90. On sent tout l'amour de Guillaume pour Laurent Wauquiez dans son incarnation du personnage. Beaucoup de travail, acteur studio. Merci beaucoup. Très bien. Merci Nicolas Mathieu. On Merci. était ravis de vous accueillir. On sait que vous êtes très occupé, notamment tiens, à Épinal. Vous serez le 22 décembre à la Tête à Toto pour une grande soirée débat festive. Vous parlerez de votre roman, vous dédicacerez pour des librairies indépendantes locales. Il y aura un cocktail participatif. Le thème de la soirée, c'est les années 90. Vous serez au festival littéraire aussi Hors Limite qui se déroulera en Seine-Saint-Denis du 29 mars au 13 avril. Et je rappelle votre roman, couronné du prix Goncourt, Leurs enfants après eux, paru chez Actes Sud. C'est lui Il a gagné au final. Mais vous dites rien aussi. Merci les amis, Juliette Arnaud, Thomas VDB, les garçons. On se retrouve demain en direct à Strasbourg. Rendez-vous à l'hôtel de ville et on vous laisse le mot de la fin, Nicolas Mathieu. Il y a une dame à Montélimar qui m'a dit c'est la première fois que je rencontre un Goncourt. Est-ce que je peux vous toucher? Avec le pack Open Orange,